Mais on va d'abord écouter Jean-Michel Huette, qui est un spécialiste, puisqu'on est un peu dans le sectoriel, si on veut dire, qui est un spécialiste du numérique, qui a offert un certain nombre d'exemplaires. Moi, je n'en ai pas eu, mais vous, j'espère que oui, de son dernier bouquin, parce qu'il en a écrit plusieurs, notamment avec la complicité du CIAN, c'est-à-dire d'Étienne Giraud, qui est ici présent, président, et Sandrine Soriol, la directrice générale. Et là, c'est en anglais. C'est pas eux qui l'ont écrit, c'est bien toi. Bon. Jean-Michel, tu veux nous parler, s'il te plaît, justement de l'avancée marocaine en matière de numérique, tant public que privé? Merci beaucoup et merci pour l'invitation à cette très belle table ronde. Comme disait Abdelmalek, les télécoms à la base, parce qu'avant de parler de numérique, il faut quand même avoir des réseaux, c'est une belle success story marocaine depuis un quart de siècle. Regardez les opérateurs historiques africains, dans tous les pays, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le succès de Maroc Télécom, pour être clair, qui est aujourd'hui présent dans une dizaine de pays du continent. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que sur le domaine du numérique, le Maroc réussit à avoir une vraie voix, une vraie place au niveau du continent. Ça commence, alors c'est moins drôle, il y a beaucoup de gens, des entreprises ici, mais par la régulation. Aujourd'hui, les différents domaines de régulation au Maroc, ça a une réputation internationale. L'ANRT, qui est l'agence de régulation des télécoms, est considérée comme une des 2 meilleures agences africaines, avec celle du Kenya. Et dans les classements de l'Organisation internationale des télécoms, l'ANRT marocaine est mieux classée que l'ARCEP français. Il faut quand même le dire. Parce qu'ils imposent des modes de régulation, de travail intelligent avec les ministères, les entreprises, qui font partie des meilleurs de la classe dans la régulation télécom au niveau mondial. Et si je vais plus au niveau du continent africain, dans le domaine de la bonne gestion des données, il y a l'équivalent d'Actil française qui est la CNDP, qui fait aussi partie des acteurs de référence en Afrique, ou l'agence du digital, l'ADD, qui a réussi à créer le réseau des agences du digital de tout le continent africain. Ça a été dit notamment par son excellence ambassadrice. Des fois, ce côté de pouvoir prendre la parole, et pas un pays parmi 54, mais aider tout le continent africain à avoir une seule voix, c'est ce que le Maroc essaye de faire avec l'ADD, notamment au niveau du numérique. Donc déjà sur la régulation, le Maroc est assez exemplaire dans le domaine du numérique. Pour faire du numérique, il faut aussi des têtes bien faites, il faut des talents. Dans le domaine des formations, pareil. En l'espace d'une quinzaine d'années, le Maroc a fait un grand bond en avant. Il y a des universités qui aujourd'hui sont très réputées sur ces questions-là. L'université Mohamed VI Polytechnique, il faut aller à Béguérir, à Rabat, il faut aller sur leur campus. C'est une vraie success story qui a moins de 10 ans. Aujourd'hui, pour prendre un autre exemple, parce que l'UM6P, tout le monde en parle, mais l'université Euromed FX-Mesnex, depuis 4 ans, a un incubateur dans l'agritech qui est considéré comme le meilleur incubateur agritech d'Afrique. Donc tout ce qui est la technologie dans le domaine de l'agriculture. Sujet assez important dans un continent où la moitié de la population vit encore de l'agriculture. Et puis, si je mets de côté ces 2-3 exemples très, très emblématiques, n'oublions pas aussi qu'en l'espace de 5 ans, ces 5 dernières années, c'est plus de 180 programmes de formation à l'ingénierie, à l'informatique qui ont été mis en place au Maroc. Donc il y a eu une vraie volonté de refondre toute la formation supérieure sur ces sujets du numérique, avec un certain nombre de très grands succès. Et pour vous citer un exemple, vous savez qu'en France, Xavier Niel, quand acteur des télécoms, a créé l'école 42, qui est un vrai succès, qui est un modèle intéressant de formation où c'est les élèves plus âgés qui éduquent les plus jeunes, donc sans professeur, et c'est très fort dans le domaine du numérique. Il y a maintenant une trentaine de pays qui ont développé le modèle de l'école 42, dont à Madagascar Action, d'ailleurs, qui est le partenaire de l'ESCP qui l'a fait. Mais le pays où ça marche le mieux, c'est le Maroc, où la version marocaine de l'école 42 a aujourd'hui 3500 étudiants, c'est-à-dire plus qu'en France. Donc l'école 42 version marocaine a fait mieux que l'école 42 originale version française. Donc je pense que c'est d'exemple important parce que la formation, c'est un élément clé aussi quand on parle du numérique. N'oublions pas qu'il y a eu aussi la volonté du roi de faire ces fameux 10 000 ingénieurs, et que non seulement le Maroc a réussi, mais il a aussi réussi dans quelque chose que la France n'a pas réussi à faire, c'est quasiment la parité. Il y a autant d'ingénieurs jeunes, d'ingénieurs femmes qu'hommes. Autant vous dire qu'en France, on est un petit peu loin de cette parité. Je ne parle pas des écoles de commerce à Cher Pascal, mais je parle bien des écoles d'ingénieurs.
troisième domaine où, dans le domaine du numérique, le Maroc est aussi leader, c'est celui de tout ce qui est le e-gouvernement. C'est une vraie transformation, alors plus récente, hein, ça date d'il y a 5-6 ans, il y a eu le plan Maroc 2025 puis 2030, avec des financements de bailleurs de fonds tels que le PNUD, mais aujourd'hui, si le PNUD finance le Maroc pour ça, donc c'est les Nations Unies, c'était d'abord pour une modernisation au sein du pays, et qui a été réussie. Aujourd'hui, le Maroc est classé 4e meilleur pays en Afrique pour son e-gouvernement. Bon, sachant que devant le Maroc, et notamment les Seychelles, 70 000 habitants, c'est pas non plus la même taille, mais voilà, c'est quand même devenu le 4e pays en termes de e-gouvernement. Donc comment est-ce que l'État aide ses citoyens avec une simplification des procédures administratives, des services de e-gouvernement, d'ailleurs aussi sur téléphone mobile, puisque le téléphone mobile est un vrai succès au Maroc. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant le PNUD continue à aider le Maroc, mais pas que pour le Maroc, mais également, ça a été annoncé récemment, pour faire des systèmes de formation, des hubs technologiques, à la fois pour les pays africains et pour les pays du monde arabe. Donc vous voyez, on retrouve ce qui avait été dit précédemment, ça fonctionne au Maroc, ça marche, et après ça se répand dans d'autres zones en Afrique, voire au-delà même de l'Afrique. Quatrième domaine où on voit le Maroc exploser, c'est celui des startups. Bon, il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Les startups marocaines, il y a 10 ans, il n'y en avait pas autant que ça. Il y a eu le développement des incubateurs. J'ai cité celui de FESMECNES, mais il y en a d'autres. Il y a une vraie logique aujourd'hui de développement de cette start-up, y compris à la fois donc, aussi bien du pouvoir public qui les soutient, mais également d'investisseurs privés. Des beaux exemples d'associations qui a été créée récemment par des Marocains ou des gens de la diaspora marocaine, c'est M-Founders, qui réunit des gens qui ont réussi en créant leur entreprise et qui maintenant veulent rendre l'appareil, mais pas juste en finançant des entreprises, mais en leur permettant à ces startups d'avoir des marchés, d'avoir du business, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, le Maroc est devenu le 6e pays africain sur 54 en termes de levée de fonds pour les startups. Et encore une fois, il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait la même photo, donc on voit une vraie progression. Et puis j'évoquerai peut-être un 5e domaine, et je terminerai par là, c'est qu'il y a quand même un événement majeur qui va se produire, ça avance vite, hein, dans 4 ans et 6 mois, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Alors évidemment, on parle d'événements sportifs, on parle de la grande stade de 115 000 places qui est en train de se construire, mais il faut avoir conscience que dès à présent, et j'étais à Rabat la semaine dernière avec les hautes autorités, sur ces sujets-là, un des domaines où le Maroc va être très vigilant, parce qu'il sait que plein d'attaques peuvent avoir lieu, mais pas que le côté négatif, c'est le domaine du numérique. Et là encore, le Maroc, et c'est aussi un domaine de vision, on évoquait la notion de vision, ça compte, c'est de dire, c'est pas juste mettre du Wi-Fi, des bandes Wi-Fi dans tous les stades, mais ça va avoir une réflexion sur comment, en ayant cette extraordinaire vitrine, cet extraordinaire événement qui est la Coupe du Monde 2030, en faire quelque chose qui va laisser un héritage pour les Marocains, au-delà de l'événement sportif en lui-même qui est fabuleux, autour des smart stadiums, autour de la sécurisation des différents acteurs, y compris dans le domaine des transports, y compris dans le domaine bancaire. Peut-être développer plus le paiement numérique qui est un peu faible au Maroc. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que c'est une approche qui n'est pas juste « ah bah tiens, on organise un événement, on va faire en sorte que ça se passe bien ». J'ai envie de dire ça c'est presque minimum un prérequis. Dès aujourd'hui au Maroc, il y a cette volonté de dire il faut utiliser cette chance qu'est l'organisation du Coupe du Monde pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser dans les 5-10 ans qui suivent l'événement comme héritage, y compris dans le domaine du numérique. Donc je pense qu'à la fois sur ce qui a été réalisé dans le passé, Abdelmalek l'avait dit, c'était très marquant dans la révolution télécom à la fin des années 90, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et ce que je vous dis sur le e-gouv ou les startups, ça s'est fait ces 5 dernières années, c'est pas 15 ans d'histoire, c'est 5 dernières années. Et quand moi je vois la manière dont se projettent les autorités marocaines sur l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à travers cet axe du numérique, eh bien je me dis que c'est un très bon exemple de la manière dont, quand on dirige un État avec une vision stratégique, on arrive à des résultats tout à fait concrets et réels.